Je donne donc la parole à la Grande Loge féminine de France, Madame Lyoté, Madame Moati. Monsieur le Président Falorni, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. La Grande Loge féminine de France est une obédience strictement féminine, adogmatique, implantée sur l'ensemble de notre territoire et dans certains pays du monde. Nous comprenons 13 000 adhérentes, croyantes, agnostiques, athées, dont les origines sociales, culturelles, professionnelles sont très diverses. Notre méthode s'appuie sur des symboles et des rituels. En empruntant ce chemin, nous nous sommes amenés à naître, vivre et mourir indifféremment et indéfiniment. Nous sommes confrontés à une réflexion symbolique et philosophique sur la mort. C'est l'essence même de notre démarche. Notre obédience est intéressée depuis plus d'une vingtaine d'années à la condition de la fin de vie. Nous avons d'ailleurs eu l'honneur d'être auditionnés sur ce sujet plusieurs fois et je vous remercie d'avoir voulu, vous aussi, nous entendre. Femmes libres, ainsi se définissent les francs-maçonnes que nous sommes. Cette demande de liberté de l'intime correspond d'une part à une évolution des savoirs et des pratiques médicales liées au progrès technique et d'autre part à une transformation profonde de la société, telle la prise de conscience des femmes à pouvoir disposer de leur corps et ne plus enfanter dans la douleur. Aidés de nos outils, fortes de nos symboles, pas à pas sur ce chemin que nous avons librement décidé d'emprunter, nous travaillons pour accéder à ce passage en pleine et totale liberté de conscience, soutenue par notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Liberté individuelle, liberté de conscience, égalité des choix, fraternité accompagnante. La mort, c'est l'altérité. On ne connaît la mort que par l'autre. Au sein de nos temples, c'est avec un regard laïque que nous abordons ces réflexions en remettant toujours l'humain au centre. La mise en œuvre de la loi Claeys-Leonetti. Cette loi actuellement en vigueur est une réelle avancée, créant de nouveaux droits pour les personnes malades et en fin de vie. Cette loi donne la primauté à la qualité de vie plutôt qu'à la durée de vie. La liberté de choix s'exprime dans la possibilité de rédiger des directives anticipées, contraignantes mais non opposables. Il y a aussi l'introduction d'une personne de confiance pour représenter le malade. Les attributions de celle-ci sont accrues. Relais, transmission, soutien. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Sur ces deux derniers points, la mise en œuvre de ces dispositions ne répond pas aux objectifs à cause d'un réel manque d'information. Actuellement, l'information est peu visible et inaudible, tant pour les malades que pour le personnel soignant. Des obligations de formation initiale et continue permettraient un réel respect des droits des malades. Une formation du public par des campagnes de sensibilisation s'appuyant sur différents modes de communication donnerait toute sa force à ces mesures. Ces campagnes devraient être relayées par le maillage d'un réseau impliquant tous les professionnels de santé, médicaux, paramédicaux et les associations. Mise en place des soins palliatifs. Alors même qu'il s'agit d'une mesure phare de cette loi, on ne peut regretter l'insuffisance des moyens mis à disposition par l'État. Leur mise en œuvre est insuffisante. Une vingtaine de départements sont encore aujourd'hui dépourvus de ces structures. L'accès offert à toutes et tous à une médecine aussi bien palliative que curative est une question de solidarité nationale. Son accessibilité à domicile ou dans un établissement de son choix est une garantie d'égalité devant la mort. C'est également une exigence éthique et démocratique qui doit apporter une humanisation indispensable à l'accompagnement de la fin de vie. Cet accompagnement réel constitue une expression concrète de la fraternité. Il faut que cela devienne une priorité, quoi qu'il en coûte. Réponse à la diversité des situations de la fin de vie. La loi actuelle ne répond pas à toutes les détresses. Cette loi, malgré des aides potentielles, laisse seuls les malades avec leurs proches assumer des angoisses et les souffrances psychologiques consécutives à des maladies incurables ou neurodégénératives.
Ces malades assistent impuissants à une dégradation irréversible de leur autonomie physique et ou mentale qui altère profondément leur qualité de vie. Il en est de même pour des personnes âgées atteintes de polypathologie qui, même en bénéficiant de la présence d'un entourage attentif, peuvent vivre une douleur morale profonde du fait de leur totale dépendance pour les actes les plus intimes de leur vie et être amenés à demander une aide à mourir. Les suicides de ces personnes par mort violente ou par refus de s'alimenter sont un signe de mal-être profond. La loi les prive de la liberté de choisir le moment d'interrompre une vie de plus en plus invalidante, voire douloureuse, qui ne répond pas à la détresse due à la dégradation de sa qualité de vie. La situation actuelle rompt ainsi avec l'éthique de solidarité et de fraternité qui est pourtant une de nos valeurs de la République. Évolution de la loi, du laisser mourir au faire mourir. La loi actuelle propose comme seule solution la sédation profonde et continue, qui est un laisser mourir dans un délai indéterminé. Les exemples précédents soulignent les limites de la loi qui génèrent une situation de profonde inégalité entre les citoyens et les citoyennes, par leur éducation, leur réseau professionnel et personnel, leurs ressources économiques. Dans certains cas, des personnes trouvent une solution clandestine en France ou, si nécessaire, à l'étranger, souvent en Belgique ou en Suisse, pour mettre en œuvre leur choix. La grande majorité de nos citoyens, et en plus grand nombre, dépourvus de ces moyens, sont ainsi discriminés. On se retrouve exactement dans la même situation que nous avons vécue, nous les femmes, avant la loi sur l'IVG. L'aide active à mourir existe de fait et se pratique dans l'illégalité. La liberté de choisir sa fin de vie demeure un choix individuel. Tous les choix doivent être respectés, autant la demande de l'aide médicale à mourir que le souhait de ne pas vouloir la provoquer. Une aide à mourir ne devient pas la norme. Cela instaure la pluralité des choix de comment vivre sa mort. La liberté de choisir couvre toutes les options, y compris celle de la mort naturelle, et celle de modifier son choix à toutes les étapes de sa vie. Nous souhaitons qu'une évolution de la loi soit poursuivie pour permettre à celles et ceux qui décident d'accéder à une aide active à mourir, comme pour les IVG, une législation bien encadrée permettrait de mettre fin à cette aide active clandestine, au suicide brutal et douloureux, enfin, j'ose le dire, au tourisme lucratif de la mort. Cette loi n'enlève rien à personne, mais apportera un apaisement à bien des angoisses, évitera des suicides. Si j'ai besoin de la loi, elle est là, je peux m'en prévaloir. À moi de savoir si je veux m'en servir. Le fait qu'il soit possible de choisir sa fin de vie permet de mieux vivre sa vie dans la sérénité. C'est ouvrir un espace de vraie liberté qui remet l'être humain au centre des préoccupations. Une loi citoyenne dans une société démocratique. La liberté de choisir sa fin de vie, la possibilité d'y mettre fin sans la violence d'une mort qu'on se donne, mais par un arrêt tranquille de la vie, lorsque la maladie, ôte tout sens, implique d'autres parties prenantes que l'individu lui-même, les proches, les soignants, les accompagnants et les législateurs. Comprendre la demande du malade, accomplir ce geste comme un dernier soin, lorsque la médecine est impuissante à guérir ou à soulager la douleur. Certains soignants ont choisi de le faire, malgré les risques encourus dans le contexte juridique français. Seule la dépénalisation d'un geste conduira à la plénitude de cette nouvelle loi. Quand la loi légalisera ce geste, qui ne sera jamais un geste banal, il sera nécessaire, en se référant à ce qui se fait ailleurs, de prévoir une clause de conscience pour les médecins ainsi qu'une formation. Un encadrement, une collégialité dans la décision est indispensable comme cela se fait chez nos voisins. L'aide à mourir n'a pas entraîné une explosion des demandes dans les pays qui ont déjà légiféré sur cette question. Les craintes des dérives ne sont pas pertinentes. La vie, c'est la naissance, pas de mort sans naissance.
À notre époque, la naissance est encadrée. Pourquoi pas une mort encadrée? Ne peut-on pas imaginer que l'on peut donner la mort avec amour, comme on a donné la vie avec amour? Un large consensus existe concernant le déploiement généralisé des directives anticipées, du choix des personnes de confiance et des soins palliatifs. Il est indispensable d'améliorer considérablement l'existant. Les conditions de fin de vie sont un marqueur fort de civilisation. N'appartient-il pas à notre société de donner à chaque être humain qui le souhaite les moyens de choisir sa mort, de choisir cet instant-là, dans la dignité, en toute liberté? La France, fille des Lumières, ne devrait-elle pas légiférer pour garantir cette liberté? Est-il acceptable de devoir quitter son pays pour faire valoir son droit à mourir en toute liberté? Dans ce débat citoyen particulièrement sensible sont convoqués les principes fondateurs de notre société: liberté, égalité réelle, solidarité, fraternité, laïcité, valeurs auxquelles les francs-maçonnes que nous sommes sont très attachés. Après les batailles pour ne plus enfanter dans la douleur, pour choisir d'avoir ou non un enfant, c'est peut-être la dernière liberté que nous ayons à conquérir en tant que francs-maçonnes, en tant que femmes et citoyennes. Merci de votre attention. Merci, Madame.